Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans ma capsule On jase, je vais m'entretenir avec une personne qui est originaire de la Suisse, mais qui habite au Québec depuis l'âge de 10 ans, qui est aussi fondateur de l'entreprise et de la course La Clinique du Coureur, qui a aussi une philosophie de pensée et d'agir au niveau des blessures, mais également au niveau de l'espadrille ou de la course minimaliste. Je parle ici de Blaise Dubois. On est dans des visuels aussi? Oui. OK, good. C'était-tu correct pour toi? Oui, on fait avec. Un beau gros feu sauvage là, sur le coin. On le voit pas, on le voit pas. La lumière. On le voit pas. Ça va bien? Super. Oui, super, super. Fait qu'écoute, je vais te poser des questions puis réponds vraiment au meilleur de tes capacités. Puis je suis certaine que ça va donner du super bon contenu. Super. Bon. Fait que quand puis comment as-tu découvert ta passion pour la course à pied? Tu sais, c'est sûr que ça part de loin, mais comment ça a commencé puis tout ça? Alors, le souvenir que j'ai de la toute première fois que j'ai couru, c'est, moi d'abord, je suis né en Suisse. J'habitais dans les montagnes suisses, dans les franches montagnes. C'était bien perdu dans la campagne. Et j'ai souvenir que ma grand-mère habitait à 7 kilomètres de chez nous. J'avais 7 ans, 8 ans à peu près. Et j'étais parti à la course pour aller voir ma grand-mère. Fait qu'on était très actifs chez nous. On jouait que dehors. On n'avait pas de télévision. On n'avait rien de particulier. Donc, on était vraiment dans la nature tout le temps. Et là, j'avais dit à ma mère, je vais aller voir grand-maman Georgette et je suis parti à la course et j'ai fait 7 kilomètres pour descendre. Moi, j'étais dans les montagnes en haut, elle est restée dans la vallée en bas. Donc, j'avais descendu peut-être, je ne sais pas, moi, un 300-400 mètres de dénivelé sur un 7 kilomètres. Puis, j'étais arrivé chez ma grand-mère et ça m'a donné la piqûre de la course à pied. Puis après ça, j'ai toujours aimé courir. Puis après ça, on a immigré au Lac-Saint-Jean au Canada quand j'avais 10 ans. Et à partir de ce moment-là, à l'école, j'avais une certaine facilité parce que je gagnais les 1000 mètres au primaire. Puis après ça, je faisais les cross-country. Puis on voyageait un peu. On allait au championnat provincial. Puis c'est là qu'on se faisait nos premières blondes. Et c'est là que ça m'a vraiment donné le goût de faire de la course. OK. Voilà. Puis comment ça se porte la course pour toi en ce moment? Tu sais, est-ce que Blaise Dubois fait des compétitions encore? Est-ce qu'il court pour le plaisir? Tu sais, on t'entend dans tout l'univers de la course, mais comment va la course pour toi en tant que telle? Ça va très bien. En fait, je cours, je vais dire presque tous les jours. À tous les jours, je fais une activité qui est presque tout le temps de la course. J'ai eu même des séquences de 2 mois de temps où je courais tous les jours de façon régulière. Tous les jours, j'arrive à faire, je vais dire, 30 minutes quand je manque de temps, mais souvent 1 heure d'activité physique à tous les jours. Et j'adore courir, ça va bien. J'ai toujours des petits bobos par-ci par-là en vieillissant. Si je suis régulier, ça va beaucoup mieux. Là. C'est quand je fais des folies, puis que tout d'un coup, j'ai des chums qui viennent, puis qu'on va faire de la vitesse, puis qu'on fait des affaires pas possibles. Mais sinon voilà. Donc, la course va bien. Le fait de le COVID, en fin de compte, m'a slacké un peu au niveau des voyages. Donc, j'ai beaucoup moins voyagé dans la dernière année, en 2020. Normalement, tous les mois, je faisais un voyage international qui durait 1 semaine ou 2 semaines. Et là, j'ai beaucoup plus de régularité dans mon entraînement par le fait d'être à la maison. Donc, ça va super bien. J'adore courir. Puis, tu sais, l'hiver, je fais du ski de fond. Là, j'ai commencé à faire du vélo extérieur. Mais il n'y a rien qui me procure du plaisir comme aller courir dans le bois. Fait que c'est vraiment, j'étais un coureur avant d'être n'importe quel autre sportif, même si je fais de la raquette, du ski de fond, de n'importe quoi. Moi, mon plaisir, c'est vraiment partir dans le bois, à la course, en toute simplicité. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime le plus. De revenir à la base de pourquoi, en fait, tu as commencé à courir. Oui, effectivement. Puis, est-ce que la passion pour la course à pied, ça transparaît dans ta profession? Parce qu'à la base, tu es physiothérapeute.
Donc, est-ce que ça vient ressortir? C'est sûr que, tu sais, avec toi, on parle clinique du coureur, fait que, tu sais, c'est sûr que ça vient comme clarifier tout ça, mais est-ce que dans ta façon d'intervenir comme physio, ça vient comme teinter un peu le fait que tu sois coureur? Certainement. En fait, d'abord, je suis devenu physio parce que j'étais, je vais dire, coureur et joueur de soccer. Quand j'étais au cégep, je jouais au soccer beaucoup et je me suis blessé en fin de compte en jouant au soccer avec des mauvais coups et ainsi de suite. Ça m'a amené à être en contact avec des physios et c'est ça qui m'a donné le goût à la profession. C'est ça qui m'a fait dire, OK, à l'université, je veux aller en physio. Après ça, quand j'étais en physio à l'Université Laval, je courais avec le Rouge et Or. Fait que là, j'étais en contact directement avec beaucoup de coureurs. Et quand j'ai gradué de l'Université Laval, dès la première année, la moitié de mon caseload, des gens qui me consultaient, c'était des coureurs parce que j'étais en contact avec eux dans les clubs. Parce qu'après le Rouge et Or, il y avait le club civil, le club de l'Université Laval. Et là, je connaissais aussi le coach de la foulée à Québec. Donc, j'avais tout de suite plein de coureurs qui venaient me voir. Et dès le début de ma pratique, ça fait 22 ans de ça, la moitié de ma clientèle, c'était des coureurs. Donc, bien évidemment, je suis devenu physio à cause de la course à pied et du sport en général. Quand j'ai gradué, j'ai tout de suite travaillé à PCN, qui étaient des cliniques qui faisaient de la physiothérapie du sport. Je me suis rapidement spécialisé en course à pied. J'ai commencé à donner des conférences et des cours pour les professionnels de la santé et pour les coureurs autour de la course à pied. Et maintenant, en fin de compte, j'ai une spécialité comme clinicien en course à pied. Fait que 70 de la clientèle que je vois, c'est des coureurs. J'enseigne la course à pied dans la prévention des blessures et dans tout ça encore maintenant. Puis voilà. Donc oui, la course à pied a fortement influencé la manière dont j'oriente les patients, même non coureurs, parce que quand j'ai des patients qui ne sont pas coureurs, on est conscient actuellement que bon nombre de problématiques sont en lien avec le sédentarisme, avec le manque de mouvement, avec le manque d'activité cardiovasculaire. C'est sûr que je suis un physio qui promouvoit beaucoup l'approche active. Le patient qui vient me voir et qui est sédentaire, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chances que je lui dise, si tu veux guérir ton problème parce qu'on sait que ça fonctionne, il va falloir que tu fasses une activité cardiovasculaire, il va falloir que tu bouges, que tu as le marché, que tu fasses quelque chose. Donc oui, ça a fortement teinté ma pratique clinique actuelle. OK. Et ma vie de façon générale. OK, oui. Mais c'est clair parce que, tu sais, quand on entend ton nom, on pense aussi minimaliste. Pourquoi? Pourquoi quand tu sais, même ma physio me parlait de toi, puis tu sais, on vient tout de suite à ton approche. Pourquoi quand on parle Blaise Dubois, on pense aussi minimaliste la plupart du temps? OK. D'abord, dans ma pratique, comme dès le début, j'ai développé une certaine expertise, puis j'ai commencé à l'enseigner, puis maintenant, je l'enseigne aussi à l'université. En lisant la littérature scientifique, on réalise en fin de compte qu'il y a beaucoup de pratiques aberrantes qu'on a comme professionnels de la santé, qu'on nous a appris à l'université, mais qui n'ont pas de fondement adéquat au niveau de... Excusez, j'avais un téléphone, je me suis laissé déconcentrer. Il n'y avait pas de... Je ne sais pas si tu fais du montage ou si tu n'en fais pas, on enchaîne, c'est parti. C'est bien correct, on enchaîne. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu mon idée, excusez. Oui, au niveau du minimaliste, en fait. Oui, c'est ça. Ben, en fait, comme clinicien, en fin de compte, là, tu lis la littérature scientifique, tu réalises que tu fais plein de bêtises, qu'il y a plein de choses qui n'ont pas de sens que tu fais actuellement. Donc, tu peaufines ta pratique et tu l'amènes en fin de compte à avoir une pratique qui est plus basée sur les données probantes, sur la science, la littérature scientifique. Mm-hmm. Et à partir de ce moment-là, ben, tu délaisses certaines choses et tu t'amènes des pratiques plutôt innovantes, parfois, qui sont nouvelles, qui ne sont pas beaucoup pratiquées, mais qui font plus de sens d'un point de vue scientifique. Fait que dans ma pratique, j'ai développé, par exemple, la quantification du stress mécanique. Les outils pour avoir le bon dosage, pour être sûr de réduire l'incidence des blessures, de les prévenir ou quand on traite une pathologie, de s'assurer d'être dans un dosage optimal. Je me suis aussi posé la question à travers tout ça, mais à quoi servent nos grosses chaussures modernes avec de l'amorti, des antipronateurs pour, ce qu'on disait dans le temps, prévenir les blessures, ce qu'on dit encore, malheureusement. Mm-hmm. Et en lisant la littérature scientifique, en ayant 22 ans de pratique, en ayant traité des milliers et des milliers de coureurs, ben, je peux clairement affirmer aujourd'hui que non seulement ce n'est pas basé sur des données probantes qui sont solides, mais en plus que ça ne fait aucun sens d'un point de vue prévention de blessures ou etc. Donc, dans le mouvement, en fin de compte, moi, j'ai prescrit des chaussures qu'on appelait des racers, des chaussures de compétition.
bien avant que le mot minimalisme soit à la mode. Il y a 20 ans, en fin de compte, je prescrivais des racers à des gens pour leur dire, écoute, tu as un tendon d'Achille chronique, il faut qu'on le solidifie, ben, on va te prescrire une chaussure qui stresse le tendon d'Achille parce qu'on sait que c'est par là que tu vas adapter ton tendon et devenir plus tolérant. Et en faisant ça, en fin de compte, ben, avec l'expérience, j'ai traité des centaines de personnes avec des tendinopathies d'Achille persistantes chroniques avec succès. Et finalement, ben, j'ai commencé à enseigner ça à d'autres personnes, d'autres professionnels, d'autres physios. Et après ça, par la suite, est venue la mode du minimalisme. Quand la mode du minimalisme est arrivée, ben, moi, j'ai été invité aux États-Unis pour aller donner des conférences en lien avec ça parce que finalement, on était en avance un peu sur cette mode-là. Et voilà, c'était des pratiques qui étaient déjà utilisées bien avant la mode du minimalisme qu'on a connue, qui maintenant s'est fortement atténuée, mais nous, on continue de prescrire des chaussures basées sur les données probantes, basées sur la science et non pas sur le marketing des marques. On prescrit du minimalisme parce que c'est la mode ou on ne prescrit plus de minimalisme parce que c'est plus la mode de prescrire du minimalisme. On prescrit les chaussures les plus appropriées pour les personnes en fonction de ce qu'on connaît de la science et de la riche expérience clinique qu'ont des dizaines, voire des centaines de professionnels dans le monde autour de la prescription réfléchie, on va dire, de la chaussure de course. Okay. Parce que l'une des problématiques actuellement, c'est que les gens achètent des chaussures sans se poser de questions. Ils se font vendre des chaussures sans nécessairement avoir une réflexion, même de la part du vendeur ou de celui qui la recommande. Et ben, on se ramasse tous avec des chaussures qui sont à peu près pareilles. C'est des grosses chaussures à talons surélevés avec des antipronateurs, beaucoup d'amortis. C'est la tendance et beaucoup de rigidité à la flexion. Et finalement, ben, tout le monde a à peu près les mêmes chaussures. Mm-hmm. Puis, tu sais, dans la façon que tu m'expliques, à ce moment-là, est-ce que l'espadrille minimaliste peut être faite pour tout le monde? Si, en fait, il y a une bonne progression, c'est sûr qu'on ne peut pas passer d'une espadrille à avoir 7 mm de drop et plus avec une chaussure hyper épaisse à passer à une chaussure minimaliste du jour au lendemain. Mais je parle, est-ce que ça peut être une espadrille qui peut être pour tout le monde en tant que telle? Alors, j'ai envie de te dire oui, mais je suis obligé de partir de la prémisse que 95% des gens, entre autres qui font de la course à pied actuellement, ont initialement été chaussés avec des chaussures maximalistes et en sont devenus totalement dépendants. Mm-hmm. Donc, j'ai envie de te dire oui, c'est accessible à tout le monde. N'importe qui, là, c'est moins de 1% de la population où je suis capable de dire, écoute, cette personne-là, le minimalisme n'est pas fait pour elle. Ce n'est pas une bonne idée parce qu'elle a eu un traumatisme XY, parce qu'elle a telle pathologie, parce que, bon. Mais après ça, il y a une grosse proportion de gens où ça pourrait être une option d'être minimalisme, de porter du minimalisme, mais à condition d'être extrêmement graduel par rapport à leurs habitudes. Parce que la problématique actuellement, c'est qu'on est venu dépendant des grosses chaussures. Et si quelqu'un est habitué à une chaussure traditionnelle maximaliste, et on ne parle pas juste du drop, hein, on parle de l'amorti, du poids, de tous les facteurs, cette personne-là, c'est du jour au lendemain, elle s'achète une chaussure minimaliste et qu'elle va faire le même jogging qu'à l'habitude. Son pied, avec les années de maximalisme, s'est déconditionné à un point tel qu'elle va se blesser et on est capable de prédire où, au pied, au tendon d'Achille, au mollet, si elle migre trop vite vers une chaussure minimaliste. C'est bon. Parfait. Puis, quand on parle minimaliste, en fait, je vais te parler de Karim parce que tu l'as suivi. Oui. En fait, je lui ai parlé cette semaine. Dans le fond, tu as suivi Karim pour, en fait, l'atteinte de son record du monde qui est pieds nus, qui était sur neige et glace. Qu'est-ce qui rend, en fait, ce record-là incroyable? Bon, Karim, là, d'abord, c'est une bébête spéciale. Il a eu l'habitude dans sa vie, il a apprécié être pieds nus et il s'est donné le temps de devenir pleinement adapté à être pieds nus. Pendant son adolescence, il a beaucoup couru pieds nus. Il a déjà fait des grosses performances pieds nus en trail. Et puis, maintenant, il a tous ces antécédents-là. Donc là, il s'amuse. Il a fait un 100 km dans les sentiers de la clinique du coureur cet automne. 20 boucles de 5 km et on s'entend que notre 5 km, il est technique, il est racineux, il est caillouteux, il y a plein de pièges partout et il est sorti complètement indemne avec des pieds parfaitement neufs, aucune ampoule, ni déchirure, ni coupure, ni rien du tout. Quand je dis c'est une bébête spéciale, c'est que lui, c'est l'exemple parfait de on s'adapte à tout si on prend le temps puis qu'on fait bien les choses. Mm-hmm. Là, lui, il est espagnol, il vit au Québec. Là, il y a de la neige, il y a du froid. Puis là, à un moment donné, il décide de faire
un défi hivernal. Et là, il nous contacte en disant, Blaise, j'aimerais ça faire le record Guinness sur demi-marathon sur neige. Tu penses que ça serait intéressant de planifier ça et d'organiser ça? On avait fait le 100 km l'automne. Fait que là, j'ai dit, ben, pourquoi pas? Fait que là, nous, on a une belle piste ici au lac Beauport sur le lac qui est de la glace, mais à côté, il y a de la neige. Puis, on est capable de faire une piste où il tourne en rond pour bien mesurer les distances et tout. Fait qu'on a dit, parfait, on t'organise ça. Et finalement, ben, il a fait un chrono beaucoup meilleur que le record du monde actuel. Mm-hmm. Et ce qui est particulier, en fin de compte, c'est qu'en organisant ça, puis moi, de façon très le fun, là, moi, j'ai fait une place pour voir ce que lui a envie de faire, mais moi, je regarde ça, puis j'aurais tenu probablement 100 mètres sur cette piste-là. Parce que 2 jours avant, il y avait un peu plu, ça avait un peu fondu, il y avait plein de cristaux et la neige était très abrasive et la glace était très abrasive. Il y avait même des pics de glace un peu partout. Et la veille, on est arrivé là, puis je me dis, mais jamais il va pouvoir courir là-dessus, ça n'a comme pas de sens. Puis finalement, il dit, non, ça passe, ça c'est correct. Puis, et finalement, ben, le lendemain, on planifie tout ça, puis il fait bien beau, mais il fait quand même moins 15, là, moins 10, moins 15 avec le facteur vent. Et finalement, ben, il fait sa course, 21 km, qui roule en 1,40. Je ne me souviens même plus c'est quoi le chrono officiel, 1,36, je pense. Oui, à peu près, oui. C'est ça, fait que, tu sais, c'est comme... et bien évidemment, moi, si je m'étais lancé, désadapté totalement, d'une part d'être pieds nus, parce que même si moi, je pense que pieds nus, c'est la meilleure biomécanique, moi, je cours avec des chaussures, comme tous les Caucasiens blancs de l'Amérique du Nord, avec leurs petits pieds à tendance fragile. Et finalement, moi, j'ai des chaussures minimalistes depuis des années, à peu près 70% d'indice minimaliste, mais ça reste des chaussures et ça reste ce n'est pas de l'ultra-minimalisme. Et comme je suis pleinement adapté, ben, ce n'est pas un problème pour moi. Mais Karim est pleinement adapté aux pieds nus et est capable de maximiser sa course en étant pieds nus. Et avec un poids qui est à 0 g dans les pieds, ben, c'est un facteur de performance. Et là, la question, c'est est-ce que ça le ralentit de ne pas avoir cette protection en dessous des pieds? Sur les surfaces, comme il a fait son record du monde, je pense que oui, mais tout est une question d'adaptation. Et étant pleinement adapté, ben, Karim a réussi à faire ce record-là dans des conditions vraiment pas belles. Là. C'est vraiment, c'est un autre niveau encore. C'est pas juste courir sur la neige, c'est courir sur des surfaces glacées, enneigées, très abrasives, avec des segments où il était obligé d'aller sur la glace parce qu'il y avait de l'eau sur la neige qui ne lui permet pas de courir dessus. Donc, c'était vraiment pas des bonnes conditions en plus pour lui. Et il l'a réussi. Oui, c'est ça qui était incroyable. Puis quand je lui parlais, j'étais comme... Tu sais, à nos yeux de Québécois, on voit ça. Déjà là, de voir quelqu'un courir pieds nus, j'en connais pas beaucoup. Tu sais, c'est déjà quelque chose qui est un peu méconnu. Et en plus, on se rend compte que c'est un Espagnol et qui vient courir pieds nus, neige-glace. Déjà là, on vient comme... sortir de notre zone en se disant tous ces facteurs-là qui font en sorte que son record du monde est aussi... c'est incroyable parce que je pense pas que n'importe qui aurait pu atteindre, faire ce record-là. Je pense pas non plus parce que d'abord, Karim... je pense peut encore même courir plus vite que ça, mais ça reste quand même courir une 36 sur demi, il ne faut quand même pas traîner, il faut quand même courir. Ça, c'est la première chose, mais en plus, c'est les conditions environnementales qui étaient particulières, là, vraiment difficiles pour faire un bon chrono. Mm-hmm. Moi, je pense que Karim va nous relancer l'année prochaine, puis il va dire « OK, guys, je suis prêt à faire une 25, puis là, on va refaire une autre course. » J'ai bien l'impression. D'après moi, oui, au niveau de l'adaptation, il va savoir à quoi exactement, sur quel aspect travailler. D'après moi, on reste pas, on va rester sur notre faim un peu par rapport à ce record-là. Puis, selon toi, en tant que physio, en tant que coureur, y a-tu une règle ou des règles d'or que chaque coureur doit respecter, que tu sois expérimenté, quelqu'un qui débute? Il y a sûrement une ou des règles d'or qui peut permettre à un coureur de comment je pourrais dire ça? De survivre dans l'activité. Exact, oui. Ouais. En fait, le point clé dans la prévention et dans s'assurer de ne pas avoir de blessures, c'est la quantification du stress mécanique. C'est le bon dosage que ton corps est capable de prendre sans s'irriter, s'inflammer, devenir douloureux. Et cette quantification du stress mécanique-là, de façon générale, ça veut dire être progressif dans tout ce qu'on fait.
Fait que moi, quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais ça commencer la course à pied, puis là, il jase avec toi, puis là, ben, il dit, ben, j'ai commencé par un 15 minutes parce que, tu sais, la personne est quand même en forme, elle marche, puis elle fait du vélo un peu, puis elle nage des fois, puis là, elle s'en va courir 15 minutes. Mais 15 minutes, là, c'est 1450 sauts sur une jambe, 1350, excusez, versus sur l'autre. Si on a une cadence de 180, là, c'est beaucoup de répétitions d'impact au sol. Fait que le petit 15 minutes que certains considèrent petit, c'est énorme au niveau du stress mécanique sur le squelette quand on n'est pas adapté à ça. Fait que même si vous êtes en forme, même si vous êtes capable de le faire au niveau physiologique, au niveau de votre tête, la question, c'est est-ce que votre corps est capable de le tolérer? Et peut-être que le premier 15 minutes, vous allez être bien courbaturé, magané un peu de partout, ça va faire mal. Vous vous reposez pendant 3-4 jours, puis vous recommencez par la suite. Et si tout d'un coup, vous enchaînez un petit peu trop de ces stress auxquels votre corps n'est pas pleinement adapté, c'est là qu'on produit une blessure. C'est à partir de là que le corps, en fin de compte, va dire « OK, là, c'est assez » parce que là, la quantité de stress appliquée sur notre corps est plus grande que sa tolérance, que sa capacité de s'auto-réparer au fur et à mesure du temps. Et ce déséquilibre fait en sorte qu'à un moment donné, on tombe du côté de la douleur, de l'inflammation, de l'irritation d'une structure. Donc, mon mot-clé pour les coureurs, c'est juste de dire qu'il faut bien quantifier le stress mécanique. 80% de la cause des blessures, c'est une surcharge en lien avec un changement de paramètres d'entraînement. J'en ai fait trop vite, trop de volume, trop de distance, trop de temps, trop de vitesse, trop de dénivelé, trop de quelque chose qui fait en sorte, en n'étant pas adapté, qu'on vient s'irriter et s'inflammer. 80% de la cause des blessures, c'est cette quantification du stress mécanique-là. Il faut écouter son corps, il faut être très graduel. Et quelqu'un qui commence devrait commencer avec notre programme fractionné 1, 3 fois 1 minute pour débuter. Et il y en a plein qui disent « Ah non, moi, je veux bien, là, mais je ne commencerai quand même pas par 3 fois 1 minute. » Ben, si tu ne commences pas très graduellement, tu cours clairement un risque de te blesser. Par-dessus ce conseil numéro 1, là, je pourrais donner quelques autres petits conseils, puis qui sont toujours le fun à donner, mais qui répondent à une petite partie de la cause des blessures. 1, cours avec une technique protectrice et des chaussures adéquates. Fait que quand on parle de technique et chaussures, ça va vraiment ensemble parce qu'un influence l'autre. Quand on parle de technique, on parle de faire des petits pas, 180 pas par minute, plus ou moins 10. Mm-hmm. On parle de courir en faisant peu de bruit. Il ne faudrait pas que tu t'entendes frapper le sol de façon vigoureuse. Et on parle d'avoir des chaussures plutôt minimalistes, plus de 70% d'indices minimalistes. L'indice minimaliste, c'est combien minimalistes sont vos chaussures? À 100%, c'est les Five Fingers, c'est les chaussures très, très minces qui sont tout près du pied nu. Puis à 0% d'indice minimaliste, c'est les plus grosses chaussures que vous pouvez imaginer. On sait qu'à partir de 70%, vous allez induire des techniques de course plus protectrices. Vous allez courir plus léger, inconsciemment. Vous allez faire des plus petits pas, inconsciemment. Donc, ces 3 conseils-là ensemble, peu de bruit, petits pas, 180 pas par minute au niveau de la cadence et des chaussures plutôt minimalistes sont les 3 meilleurs conseils qu'on peut donner dans la partie du 20%. Rappelez-vous de ça. 80%, c'est toujours la même chose. C'est quantifier son stress mécanique. C'est bon. Puis, comment tu te définis? Parce que, tu sais, quand je dis ça, Blaise Dubois, moi, ça m'a venu en coureur, entrepreneur, physiothérapeute, conférencier, enseignant. Comment, tu sais, quand on regarde, tu sais, ça fait quand même beaucoup de chapeaux à porter, mais toi, comment tu te définis dans tous ces chapeaux-là? Alors, tu en as nommé plein, fait que je vais compléter un peu. Moi, je suis un mari et un père de famille. J'ai 4 enfants, je suis grand-père, j'ai une petite fille et je suis un sportif invétéré. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin d'aller dehors. Et le gros de ma vie, ben, il y a la famille, mes enfants, l'activité sportive. Et collé à ça, ben, j'ai fait une formation comme physiothérapeute. Je fais de la recherche. Donc, je publie un petit peu. Je fais beaucoup de lectures par rapport à tout ce qu'on enseigne. Et on enseigne à travers le monde, via la clinique du coureur, les meilleures pratiques sur la prévention des blessures chez le coureur. Fait que ça, c'est un peu ma job de physiothérapeute à PCN à Québec, avec ma job d'enseignant. J'enseigne aussi un peu à l'université et ma job de chercheur, on va dire, de scientifique. Fait que
là, ce qui, dans les dernières années, s'est construit par-dessus tout ça, en fin de compte, c'est un peu le rôle d'entrepreneur parce que j'ai parti de la Clinique du coureur en 2008, mais là, la Clinique du coureur, maintenant, c'est 63 personnes partout dans le monde qui enseignent des cours. On enseigne en 6 langues. On a une compagnie en France qui est indépendante légalement et fiscalement. Donc, on a une entité là-bas avec des personnes qui gèrent ça. On a toute une équipe de 12 personnes à Québec qui gèrent le développement des marchés, toute la communication, les affaires. On vient de partir une autre entreprise en collaboration avec Unis pour le sport qui s'appelle le coaching du coureur et ça décolle aujourd'hui, jour de l'enregistrement. Donc, vous allez voir ça passer. Donc, il y a un gros rôle au niveau de l'entrepreneuriat. Puis à PCN, je suis un des actionnaires de l'entreprise et j'ai des rôles, encore une fois, j'appelle ça gestion collaborative et projet innovant. Là, c'est que je fais que tout le monde soit capable de travailler ensemble un peu. Donc, mes 2 entreprises, en fin de compte, qui sont comme PCN et la Clinique du coureur, j'ai des rôles à l'intérieur de ça. Et dans le mode de gouvernance, on a mis en place des manières de gérer l'entreprise qui sont affranchies, qui sont, on va appeler ça, certains connaissent les entreprises libérées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde a la possibilité d'exprimer, bien évidemment, ce qu'ils veulent faire. On utilise l'intelligence collective pour prendre des décisions et ce n'est pas moi tout seul qui prend les décisions. Donc, il y a une grosse partie de ma vie maintenant qui est au niveau de justement cette gestion au niveau des 2 entreprises, en fin de compte, qui grossissent de façon assez rapide parce que PCN, c'est 170 employés, on a plus d'une centaine de physios, des consultants, on a 13 cliniques dans la grande région de Québec. Fait que voilà. Fait que j'avoue, j'ai beaucoup de chapeaux, puis j'essaie de ne pas m'y perdre et de garder l'équilibre, justement. C'est pour ça que j'ai commencé avec la famille, le sport, qui m'amène cet équilibre-là, en fin de compte, de tout le reste des choses que je fais. OK. Puis, as-tu des projets, des objectifs, des choses que tu aimerais atteindre durant les prochaines années? Tu sais, des choses que... Il y a des projets personnels. Dans les projets personnels, en fin de compte, c'est sûr que j'aimerais ça... continuer de m'entraîner puis refaire. J'ai fait 5-6 courses de 65 et plus, 65 à 75. J'aimerais ça à un moment donné faire un 100 km, mais pour ça, il faut être bien préparé. Puis j'ai un peu de la peine avec mon horaire et le temps que j'ai de bien me préparer pour ça, malgré le COVID et malgré le fait que je sois plus à la maison. J'ai beaucoup d'objectifs d'affaires aussi, là, indirectement. Là, on a la bonne gestion de la Clinique du coureur et de PCN pour que les gens collaborent un maximum ensemble et qu'on fasse que l'entreprise, que les gens à l'intérieur de l'entreprise soient heureux. C'est un autre de mes défis que je considère important et gros. Et on a plein de choses. Là, là, on va avoir probablement une mise à jour du livre qui s'en vient. On lance coaching du coureur actuellement avec la Clinique du coureur. Avec PCN, on a plein de projets aussi entrepreneuriales à l'intérieur même de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses. Fait que, on gère un petit peu tout ça. Mais personnellement, là, de continuer d'être en équilibre, d'être heureux, puis de pouvoir m'entraîner pour pouvoir faire à un moment donné un 100 km, ce serait le fun. J'aimerais ça pouvoir dire, j'ai fait à un moment donné un ultra de 100 km, là, ça serait pas pire. Parce que dans le fond, tu t'es rendu jusqu'à 65, c'est ça que tu me dis? 75, oui. Puis je te dirais que ça n'a pas été... tu sais, je faisais la compétition quand j'étais plus jeune sur 800 mètres. Après ça, j'ai fait un peu de compétition sur route, sur trail. Puis en trail, j'étais correct, on va dire, acceptable sur des distances courtes, là, genre jusqu'à 20, puis j'arrive à rouler pas pire jusqu'à 40 kills. Mais après ça, là, ça ne va plus pantoute. Fait que je pense que je n'ai pas les fibres musculaires pour être un ultra-trailer, mais j'ai ce désir d'explorer les contrées lointaines, de monter en haut des montagnes, d'enchaîner les sommets. Donc, il y a ce désir-là qui fait en sorte que j'ai envie d'explorer. Puis peut-être que ça va être sans dossard, peut-être, parce que j'ai fait il y a 3 ans avec Isabelle, ma blonde, on a fait l'UTMB, mais en 4 jours, et c'était vraiment une super expérience. On est allé à l'île de la Réunion, on a fait des sorties magiques dans le cirque de Mafate, mais sans dossard. Fait quand il n'y a pas de dossard, tu vas à ton rythme, c'est le fun. Puis le soir, tu te couches puis tu dors. Tu n'es pas obligé de courir toute la nuit. C'est pas la pression de la course en tant que telle. Là, exact, c'est ça. Fait que, peut-être que je vais changer parce que là, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de compé, bien évidemment. Et tu parlais de projet aussi. On a le trail de la Clinique du coureur qui, cette année, va être dans un format un peu particulier, mais moi, j'ai hâte de relancer
la course, le trail de la clinique du coureur en 2022 en espérant qu'il n'y ait plus de COVID avec plein de distances. Et là, on est en train de préparer des nouveaux sentiers pour le trail de la clinique du coureur. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est le fun, d'aller dans le bois, de bûcher un peu, de tracer des sentiers perdus à quelque part dans la forêt du Maelstrom. Donc, voilà. Puis comment se sent le petit gars qui est parti de la Suisse, qui est venu au lac Saint-Jean? T'sais, on s'entend, le lac Saint-Jean, c'est super beau, mais tu es parti de la Suisse, tu t'es emmené au lac Saint-Jean. Puis là, un de tes projets, qui est en fait la clinique du coureur, on en entend parler un petit peu partout dans le monde. Comment tu te sens? T'sais, c'est quand même un projet que tu te dis, OK, là, on développe plusieurs petites choses. Comment se sent le petit gars qui est parti de loin, qui s'est envenu ici au Québec, puis que je pense pas que tu t'attendais à cette ampleur-là de tes projets? Non, en fait, je pense que tout se construit au fur et à mesure du temps. Tu sais, quand j'étais plus jeune, là, j'étais un peu entrepreneur, j'étais déjà sportif, j'élevais des lapins, puis je les vendais, puis tu sais, fait que probablement que j'avais déjà des petites choses qui m'habitaient, qui ont grandi à travers le temps, puis à un moment donné, j'avais envie d'écrire un livre. Ça a duré pendant 5 ans jusqu'à ce que je décide de l'écrire. Puis là, maintenant, j'ai trouvé les collaborateurs idéaux pour ça, qui sont les frères Berg. Puis on a écrit un beau livre qui est une belle référence en course à pied avec beaucoup de contenu, beaucoup de choses. Et tout se construit à travers le temps. Tu sais, quand j'ai parti la clinique du coureur, on était 2. Ben, au début, j'étais tout seul. Puis après ça, il y a ma blonde qui était enseignante, qui a décidé d'arrêter d'enseigner pour m'aider, en fin de compte, à aller enseigner des cours un peu partout, monter le matériel, faire tous les trucs. On a eu des enfants, fait que ça a comme bien donné dans le projet. Puis après ça, on a eu besoin d'une autre personne, puis d'une 4e, puis d'une 5e. Puis là, on a commencé à aller partout dans le monde, puis on a ouvert une compagnie en France. Puis là, on est en train de développer les marchés italiens, espagnols et japonais, puis anglais aussi aux États-Unis. On est en train de faire des collaborations avec le Chili pour aller là-bas. Fait que, tu sais, tout se construit au fur et à mesure du temps, sans nécessairement que... tu sais, moi, je n'avais pas une vision de dire je veux être international, je veux être auteur et ultra-trailer et XY. Ben, l'ultra-trail, c'est comme à un moment donné, j'ai fait un marathon, puis je dis OK, je vais essayer un 65, puis là, j'en ai fait une coupe, puis là, je me dis, ben, ce serait le fun d'essayer un 100 kills, mais il n'y a rien pour moi qui est essentiel, il n'y a rien qui est... Tu sais, ce qui est essentiel, c'est le fait que à chaque jour, j'ai du bonheur à travailler puis être content de ma vie, ce qui est le cas actuellement. Tu sais, je suis vraiment choyé par la vie et extrêmement reconnaissant et heureux d'avoir le travail que j'ai, de pouvoir profiter de la vie, d'avoir des enfants qui sont en santé, puis d'être amoureux, puis de ma blonde. Fait que, tu sais, c'est comme tout ça fait en sorte qu'à chaque jour, ben, on fait des affaires, puis finalement, ben, ça grossit, puis à un moment donné, si on s'arrête puis qu'on regarde, on se dit, ouais, OK, ça a quand même pris pas mal d'ampleur depuis un petit moment. Puis c'est vrai pour beaucoup de projets qu'on a menés, tu sais. La première fois qu'on a fait le trail, moi, j'ai dit à ma blonde, hey, on organise une course, tu sais. Moi, je faisais ça quand j'étais tout jeune, avec tous les voisins du rang, à Héberville. On organisait une course, puis comme j'avais plein de médailles que j'avais gagnées dans des courses, je donnais des médailles à tout le monde. Puis on organisait avec les 20 voisins une petite course. On avait fait un petit parcours dans le bois, puis il y avait une belle grosse roche où on faisait le podium, puis ça, c'était quand j'avais 14 ans, peut-être 13 ans, tu sais. Puis là, on déménage au Lac-Beauport. On se trouve la plus vieille maison du Lac-Beauport, une vieille maison qui est super belle. Puis à côté de chez nous, ben, c'est le paradis des sentiers. Fait que je dis à Isabelle, hey, pourquoi on n'organiserait pas une course? Fait que là, on dit, OK, go. Puis là, comme on embarque là-dedans, mais on ne voit pas toute la charge de travail que ça va amener. Mais là, à un moment donné, ben, on continue, on fait ça. Puis là, finalement, ben, ça devient quelque chose de vraiment plus gros. Puis là, on est rendu à la 8e, 9e édition et c'est rendu très gros. Oui, effectivement. Puis là, mon fils m'a déconcentré. Chacun son tour. Ouais. Comment il s'appelle? Il s'appelle Félix. Salut, Félix. Puis, est-ce que tu as encore de la famille au Lac-Saint-Jean? Est-ce que tu as encore... Oui, ben, ma mère habite là-bas. Nous, on est immigrés là, quand j'avais 10 ans sur une ferme qui est devenue une ferme fromagère. C'est la ferme Lehmann où ils font le Kenogami, le Valbert, qui sont deux fromages. Ben oui, c'est ta famille! Ben oui, fait que là, moi, j'ai grandi sur cette ferme-là.
Et puis, en fait, on était deux familles. Il y avait mes cousins, cousines, donc qui étaient là avec mon oncle, ma tante, ma mère, son chum, moi, mon frère. On était 10 là, dans une maison. Et j'ai grandi là jusqu'au cégep, finalement, parce qu'au cégep, j'ai fait ma première année à Alma, puis là, j'ai pris un appartement à Alma, mais on a grandi sur la ferme. Fait que voilà, je me souviens même plus c'est quoi ta question, mais... Ta famille est encore au lac Oui, Saint-Jean. c'est ça. Ben, mes cousins, cousines font encore le fromage là. Ma mère habite pas très loin, puis est sur le rang Saint-Isidore aussi. Donc, toute ma famille est là, ouais. C'est bon. Puis après ça, j'ai de la famille encore en Suisse. Mon père est décédé, mais j'ai encore une grand-mère qui est en vie. J'ai tous mes oncles, mes tantes qui sont en Europe, en Suisse, dans le Jura. OK. Ben, écoute, on a survolé mes questions. Puis moi, je voulais te dire un gros merci d'avoir pris ce temps-là avec moi parce que c'est sûr que, tu sais, moi, quand je pensais à toi au départ, c'est sûr que, tu sais, on me disait tout le temps, oui, Blaise Dubois, minimaliste, Blaise Dubois, minimaliste. Puis j'avais envie vraiment d'avoir ta perception de comment, en fait, tu voyais ça. Puis que pour moi, c'était important d'en savoir plus. Puis je considérais que tout le monde devait avoir ta vision de cette façon-là. Parce que, tu sais, on en entend parler, on en parle un peu, mais pas assez à mon goût pour en connaître davantage sur ce que c'est d'avoir les bonnes espadrilles, d'être bien, tu sais, d'avoir un vendeur avec une expertise, chose qu'on n'a pas beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais quand le COVID sera passé, à ce moment-là, il faut débloquer un peu. Mais pour moi, c'est important d'avoir cette conversation-là avec toi pour que les gens en connaissent plus là-dessus. Et le pourquoi aussi, j'ai fait une entrevue avec Karim. Pour moi, c'était d'ouvrir, en fait, des horizons des gens, se dire qu'il n'y a pas juste l'espadrille traditionnelle qui est important, mais d'ouvrir un peu les horizons. Parce que ici, ça m'est arrivé à quelques reprises de courir en five finger, là, puis on connaît pas regarder ça. avec des gros yeux. On connaît pas ça. C'est un peu bizarre, mais en tant que tel, ça fait parler. Fait qu'à ce moment-là, ben, j'étais comme un peu porte-parole de donner de l'information puis de dire, ben écoutez, c'est pas juste pour être cute puis beau, ça peut être plus que ça. Puis là, les gens étaient comme, ah, c'est curieux. C'est le fun d'avoir ce volet-là. Le truc aussi, c'est que à Blaise Dubois et à la Clinique du Coureur, pendant des années, on leur a donné une étiquette de minimalisme. Puis j'aime bien me défendre en disant que la Clinique du Coureur n'est pas pro-minimaliste, elle est pro-science. Et dans le pro-science, en fin de compte, bien évidemment, il y a une place beaucoup plus importante que celle qui existe actuellement sur le minimalisme. Et c'est surtout que en étant pro-science, il y a très peu de place pour le marketing des marques qui promeut à chaque année une tonne de technologies de toutes sortes qui sont sans fondement scientifique et qui, à la limite, vont altérer votre technique de course et faire en sorte que vous augmentez votre risque de vous blesser. Mm-hmm. Donc, le point par rapport à tout ça, en fin de compte, c'est qu'il faut savoir que 95% de la population porte des chaussures qu'on va appeler normales, mais qui ne sont absolument pas normales, qui sont maximalistes, qui sont grosses, technologiques et qui altèrent la technique de course. Et que ce 95% de la population qui porte ces chaussures-là le porte sans conscience associée, c'est-à-dire qu'on leur a prescrit, on leur a recommandé, on leur a donné, vendu, ou on leur a rien dit, mais quand ils rentrent dans une boutique, il n'y a que ça. Fait qu'en fin de compte, là, on n'est pas dans un choix éclairé actuellement. Les gens se font imposer, en fin de compte, ces chaussures technologiques qu'on décrit comme normales, mais qui ne sont pas normales du tout. Et finalement, la Clinique du Coureur, c'est juste poser des questions où les gens s'en posaient peu. Et a foutu un peu le bordel par rapport à cette fameuse question de chaussures. Mais je suis personnellement pas pro-minimaliste, je suis pro-science et à partir de ça, il y a des recommandations beaucoup plus justifiées qui devraient se faire par rapport à ce qu'on voit sur le marché actuel. Exact. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est de poser les bonnes questions aussi. Si tu vois que tu poses les questions et que les réponses, tu vois que c'est nébuleux, puis que la personne qui te répond essaie de te vendre une espadrille X, Y, Z, puis que ça n'a pas l'air à te convenir, tu n'es pas à bonne place. Ça, c'est clair, net et précis. Là. Puis, tu sais, l'autre chose par rapport à la chaussure, je voudrais rajouter deux choses. Si vous faites un choix de chaussures, là, puis que vous n'y connaissez pas grand-chose, là, gardez deux affaires essentielles. Le plus simple possible,
le moins de bébelles, le moins de technologie, le moins cher possible, ça aussi. Mhm. Et le deuxième, le plus confortable possible. Quand vous enfilez la chaussure, vous devriez être bien. Pas de point de pression, de friction, d'oppression de vos orteils ou etc. Une grandeur optimale par rapport à la forme de votre pied. Si vous vous basez sur ces deux choses-là, ça va vous coûter d'abord beaucoup moins cher en espadrille. Vous allez peut-être vous chausser partout, pas nécessairement que dans des boutiques spécialisées. Quoique dans les boutiques spécialisées, si on a des conseillers qui sont connaissants en la matière, ils vont pouvoir vous donner plein de conseils judicieux et c'est là que c'est intéressant. Mhm. Mais si vous allez dans une boutique spécialisée et qu'on vous dit des bêtises, ça vient d'annuler l'intérêt d'aller dans une boutique spécialisée. Et l'autre chose que je voulais rajouter autour de tout ça, c'est que je voudrais rassurer certaines personnes qui nous écoutent. Moi, les chaussures dans ma vie, là, c'est un tout petit morceau de ma vie. Il y en a qui pensent que je dors avec mes chaussures minimalistes, puis que c'est un détail. Puis je le vois aussi comme clinicien, ceux qui sont mes patients, parce qu'il y en a qui vont écouter le podcast puis qui sont mes patients, puis ils savent, on parle de 90% de ce qu'on parle, ce n'est pas de la chaussure, c'est de tout le reste et surtout de la quantification du stress, du bon dosage, de la planification, de certains exercices pour créer de l'adaptation et devenir plus robuste comme personne. La chaussure est une petite partie de cette partie-là. Mais arrêtons de nous faire bourrer par les équipementiers, par la publicité, qu'on a besoin d'amortis, d'antipronateurs et de plein de bébelles qui ne servent à rien. Exact. Écoute, un gros merci pour cette conversation-là. Merci, Joanie. Ça m'allume plein de lumière dans ma tête, puis je suis comme, j'ai hâte de courir à soir. Moi aussi, il faut que j'y aille là. Mais un gros merci, puis écoute, j'espère juste du beau dans tous tes projets, vraiment, parce que je pense que, tu sais, ça va, comme tu me disais tantôt, ça va aller au fil du temps, comme ça l'a toujours été, mais je te souhaite vraiment juste du beau, puis que espérons que la pandémie, à un moment donné, lâche un peu, puis que la trail de la clinique du coureur puisse revenir bientôt. Ouais, merci beaucoup, Joanie. Fait que, ça va me faire plaisir tu viendras me voir quand le trail, on va quand même le faire cette année. OK. Si jamais on peut voyager entre les régions, tu pourras venir le faire. Il va y avoir des départs à toutes les 3 à 20 secondes, fait que ça va être un feu roulant pendant toute la journée. Et on va avoir un superbe beau 40 km en fin de compte qu'on est en train de nettoyer, baliser. Ça va être génial. Ça va être les plus beaux sentiers que vous aurez jamais vus de trail, je vous le promets. Parfait. Écoute, je regarde ça attentivement. Là, tu viens de germer une petite graine dans ma tête, là. Mais c'est sûr que si je m'en viens à Québec, là, je te fais signe. Super. Good. Fait que merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bye.